Bonsoir et bienvenue en direct sur Public Sénat, édition spéciale largement consacrée ce soir au vote du Parlement français sur l'accord arraché in extremis pour maintenir la Grèce dans la zone euro. Le Sénat et l'Assemblée nationale viennent de se prononcer à une très large majorité, 412 voix contre 69 au Palais Bourbon. Au Sénat, cet accord a été ratifié par 260 voix contre 23. Analyse et décryptage dans cette édition. Et on reviendra aussi sur l'autre temps fort de l'actualité au Sénat, c'est ce rapport sur le coût économique de la pollution de l'air. Il pourrait s'élever à 100 milliards d'euros par an. On en parlera avec notre invitée ce soir, Leïla Aïchi, sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris et rapporteure de cette commission d'enquête sénatoriale. Je vous le disais en titre feu vert du Parlement à cet accord sur la Grèce. Nous allons tout de suite retrouver Tam Tranui en direct de l'hémicycle du Sénat. Tam, le vote vient de s'achever et le gouvernement n'a pas eu de mal à convaincre les sénateurs. Effectivement, sans surprise, le Sénat a massivement adopté le plan d'aide à la Grèce. Vous l'avez dit tout à l'heure, 260 voix pour et seulement 23 petites voix contre. Alors si on rentre dans le détail, bien sûr, du côté du groupe socialiste, on a largement voté pour. Le groupe socialiste qui a salué l'action de la France, également l'action du président François Hollande dans la conclusion de cet accord. En revanche, Didier Guillaume, le président de ce même groupe, a tout à l'heure taclé la droite. Il a taclé, et je cite, la récupération politique, le dénigrement politicien vis-à-vis de l'action du président de la République. Il faut dire qu'effectivement, la droite n'a pas ménagé ses critiques vis-à-vis de la place de la France dans cet accord, mais vis-à-vis également plus globalement, tout à l'heure dans l'hémicycle, de la politique économique du gouvernement. Centristes comme républicains ont rappelé que la France n'a pas de leçon à donner, elle qui a souvent confondu réforme et affichage. Malgré tout, la droite sénatoriale dans son ensemble a voté pour. Alors vous venez de dire, Tam, la droite sénatoriale a voté pour cet accord. Comment les soutiens au gouvernement ici au Sénat ont-ils voté ? Eh bien, du côté des radicaux de gauche, eh bien, on a également voté pour, même si on estime que c'est seulement une étape nécessaire et pas un accord historique. De même, du côté des écologistes qui aussi ont voté pour car ils veulent éviter à tout prix tout Grexit. En revanche, leur jugement est très sévère. C'est, je cite, une mise sous tutelle inacceptable et une véritable atteinte à la souveraineté de la Grèce. C'est d'ailleurs pour ces mêmes raisons que les communistes sont d'ailleurs le seul groupe à voter massivement contre cet accord. Rappelons que le gouvernement n'avait aucune obligation constitutionnelle de consulter le Parlement. Malgré tout, un vote défavorable aurait fait d'autant plus mauvais effet que la France est la première à consulter son Parlement en Europe. Merci beaucoup Tam pour ces explications. Alors vous venez de l'entendre au Sénat, c'est Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qui est venu défendre la position du gouvernement. À l'Assemblée nationale, c'est Manuel Valls, le Premier ministre, qui a loué la constance de la France dans les difficiles négociations avec la Grèce. On l'écoute. Quand on est la France, mesdames et messieurs les députés, on n'abandonne pas la Grèce et le peuple grec. Abandonner la Grèce, abandonner Athènes, c'est nous abandonner nous-mêmes. Et si notre voix a pesé, c'est parce qu'elle a eu, mesdames et messieurs les députés, la force de la constance. Une grande nation ne change pas d'avis sur la scène internationale. Elle ne se laisse pas voguer au gré des petits calculs d'appareils, des atermoiements ou des contre-pieds tactiques du moment. Assumer ses responsabilités, c'est avoir une ligne et s'y tenir dès lors qu'on la sait juste et bonne. Assumer les responsabilités, c'est avoir une colonne vertébrale, ce n'est pas zigzaguer en fonction des humeurs et des moments. Et alors que l'accord obtenu lundi matin après une nuit de négociations n'a pas eu de mal à trouver une majorité au Parlement français, on vient de l'entendre, Manuel Valls a su convaincre sa majorité. À Athènes, le suspense reste total. Alexis Tsipras va devoir affronter l'hostilité du Parlement, à commencer par les députés de sa propre majorité. Jérôme Rabier. Les Grecs y sont désormais habitués. C'est une nouvelle journée décisive qui se joue à Athènes. Avant le vote de l'accord ce soir à la Voulie, les syndicats de fonctionnaires du pays sont descendus dans la rue pour dénoncer un nouveau plan d'austérité. Après avoir dit non dimanche dernier, ils disent non à l'humiliation comme il est écrit sur cette pancarte et refusent les nouvelles mesures. Elles sont injustes. Encore une fois, la facture va être payée par ceux qui ne peuvent pas y échapper. Ceux qui ont payé les fois précédentes paieront à nouveau. Les mesures sont censées amener de la croissance, mais à mon avis, cet accord n'apportera pas plus que les précédents. Dans la rue, sur les marchés, le sentiment de lassitude est immense et cette maraîchère résume bien l'état d'esprit des Grecs en ces heures cruciales. Je soutiens notre Premier ministre, Alexis Tsipras.
Je crois qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour sauver le pays de la catastrophe. Mais en même temps, je dois être honnête. Nous sommes tous effrayés par le contenu de ce nouvel accord. Sentiment de la rue, mais de certains politiques aussi. Si Alexis Tsipras aura certainement une majorité grâce au soutien de ses opposants, c'est dans son propre camp que les divergences se font jour. Première défection dans son gouvernement, la ministre adjointe des Finances rend son portefeuille et s'en explique. J'ai envoyé une lettre au Premier ministre lundi matin après avoir suivi le développement des négociations toute la nuit. J'ai aussi parlé au Premier ministre le même jour. Je crois que ma lettre est très claire sur les raisons de ma démission. Celui ou celle qui ne vote pas en faveur de l'accord ne peut plus faire partie du gouvernement. Une majorité du comité central de Syriza a également voté contre l'accord, créant une véritable fracture entre la base et le sommet. Si Alexis Tsipras a accepté l'accord européen pour garder le pays dans la zone euro, c'est désormais à une crise politique qu'il s'expose dans les prochaines heures. Et pour analyser et débattre les enjeux de ce vote, mais surtout aussi du vote du Parlement grec qui doit intervenir ce soir, nos invités sur ce plateau, Laurence Cohen, bonsoir, vous êtes sénatrice communiste du Val-de-Marne, merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Yves Pozzo-Di-Borgo, bonsoir, sénateur UDI-UC de Paris, merci d'être avec nous. François Patria est également notre compagnie, vous êtes sénateur socialiste de la Côte d'Or, merci d'être avec nous. Et Jean Bizet, sénateur Les Républicains de la Manche, vous êtes le président de la Commission des Affaires européennes du Sénat, merci d'être avec nous. Avant d'ouvrir le débat, on va donc tout de suite réécouter les principales interventions des sénateurs, à commencer par André Gattolin. Il s'est exprimé au nom du groupe écologiste du Sénat, suivi de l'intervention de Didier Guillaume, président du groupe socialiste et républicain. À tout de suite. Nous avons échappé au pire, mais au prix d'un accord extrêmement brutal, il faut le dire, pour la Grèce. Parmi les réformes demandées et obtenues par les créanciers de la Grèce, certaines me semblent dangereuses et suscitent de très légitimes interrogations. Tout d'abord, il est demandé au gouvernement de Tsipras de consulter en permanence et au préalable la Troïka sur tout nouveau projet de loi qu'il serait amené à proposer. C'est une mise sous tutelle systématique qui est inacceptable et qui constitue, et c'est un fédéraliste européen qui le dit, une véritable atteinte à sa souveraineté. En plus de cela, on organise la mise sous tutelle financière de 50 milliards de ces biens dont la gestion reviendra à un fonds basé en Grèce. Sur ce point, je tiens à saluer l'action d'Alexis Tsipras qui a réussi bien heureusement à empêcher que le dit fonds ne soit basé au Luxembourg. Il ne manquait plus que cela. Cela reste, hélas, une bien maigre victoire. Je crois qu'il faut arrêter, mes chers collègues, de stigmatiser M. Tsipras, le Premier ministre. Arrêtez de se faire plaisir, de parler de chantage. J'ai entendu pas de chèque en blanc. Mais c'est faux. Jamais M. Tsipras a demandé un chèque en blanc. Alors, si c'est le cas, j'accepterai qu'au compte-rendu soient mis les mots de M. Tsipras qui demande un chèque en blanc. Jamais. C'est une interprétation fallacieuse de l'histoire. Simplement, le référendum qui a été fait la semaine dernière, et je vous mets au défi de le sortir, le référendum qui a été fait la semaine dernière, c'était tout simplement, nous l'avons dit et je l'assume ici, pour redonner de la dignité au peuple grec. Bien sûr que la question, ce n'était pas de dire quelle telle mesure va être prise. Voulons-nous que la Grèce demain ait encore un avenir? Et je ne partage pas la vision politique lors de l'élection de M. Tsipras. Mais je partage avec lui une chose, la volonté de dire que pour des raisons politiques, géostratégiques, géopolitiques, par rapport à l'histoire de ce pays formidable, la Grèce doit être dans la zone euro et dans l'Europe. C'est ça notre histoire et c'est ça l'Europe sur laquelle nous voulons encore travailler. Et je crois qu'il faut arrêter le mépris vis-à-vis de M. Tsipras et des Grecs et de la Grèce. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Ce que nous devons bâtir, c'est essayer de faire en sorte que la Grèce s'en sorte et que l'Europe s'en sorte. Alors oui, l'Europe est notre avenir, mais cette Europe-là, nous savons qu'elle ne fonctionne pas très bien. Et le constat, nous pouvons le faire sur tous les bancs, avec des propositions totalement différentes. Le vote que demande le gouvernement aujourd'hui est le vote pour approuver un accord. Ça a été dit par tout le monde tout à l'heure. On peut aller chercher des exégèses ici ou là. C'est l'accord qui a été signé, validé par M. Tsipras. Et au moment où le Parlement grec va voter l'accord à la demande du Premier ministre grec, nous nous poserions des questions de ne pas le signer.
Laurence Cohen, on sait que les sénateurs communistes n'ont pas voté cet après-midi pour cet accord de Bruxelles. Quelles sont les raisons qui ont déterminé ce choix? Écoutez, les sénateurs d'abord n'ont majoritairement pas voté effectivement cet accord parce que c'est un mauvais accord qui est imposé au gouvernement de M. Tsipras. Et cet accord, comme l'a dit Pierre Laurent, nous inspire 3 sentiments. D'abord, solidarité envers le peuple grec. Deuxièmement, colère en direction des institutions européennes. Et troisièmement, une forte inquiétude quant à l'avenir de l'Europe. Voter Splendide, c'est pas faire preuve de solidarité vis-à-vis du peuple grec? Le problème, si vous voulez, c'est qu'on est en train de complètement faire un rapt sur la démocratie. C'est-à-dire que finalement, on dit au peuple grec, vous avez voté pour un gouvernement, vous êtes exprimé par référendum contre des mesures d'austérité, mais on va vous les imposer, vous ne pouvez rien dire. Alors face à ça, moi je pense que quand on veut justement exprimer sa solidarité envers le peuple grec et envers tous les peuples européens, eh bien on doit manifester une colère, une inquiétude et le dire en s'exprimant comme l'a fait Pierre Laurent et en votant pour un non face à cet accord qui n'en est pas un. Jean Bizet, cet accord qui n'en est pas un, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu des termes comme humiliation, mise sous tutelle de la Grèce, accord brutal encore, disait André Gattolin en séance. Il est vrai que l'accord qui a été conclu à l'unanimité des 19 États membres, c'est un accord sur la ligne dure, c'est-à-dire l'accord qui est, je dirais, sous-tendu par l'axe que j'appellerais Lagarde-Merkel. Mais il n'y a pas d'autre solution vis-à-vis d'un pays qui tend la main pour la énième fois et qui, au terme, si vous voulez, de ces 5 ans, aura pratiquement consommé 500 milliards d'euros de la collectivité européenne. Donc il est normal qu'en échange, eh bien, l'Europe, qui est aussi, si vous voulez, des règles, des devoirs, des obligations, eh bien, mette clairement la Grèce en face de ses responsabilités. Alors, mise sous tutelle, lorsque dans une collectivité qui n'arrive pas à équilibrer son budget, elle est ensuite gérée par les services de l'État, il n'y a pas humiliation. Il y a pendant un certain temps un recadrage, là en l'occurrence d'un pays, qui a dérivé. Vous êtes d'accord avec cette comparaison, François Patria, de cette mise sous tutelle qui peut Il s'apparenter faut comprendre à une que gestion dans ce drame douloureux, décentralisée? D'abord, aujourd'hui, l'Europe surmonte une crise grave. Tant pis pour ceux qui, comme les gens du Front National, souhaitaient que la Grèce sorte de l'Europe. Moi, je pense que ni l'Europe ni la Grèce n'avaient intérêt à une sortie. Donc c'est pourquoi je n'ai jamais cru personnellement au Grexit. Mais il faut dire que dans cette affaire, l'Europe, elle a été solidaire, mais que la Grèce ne s'est pas réformée. C'est bien ça. 500 milliards, vous vient de le dire à l'instant. Et dans le même temps, la Grèce a fait fi des recommandations qui étaient faites. Les gouvernements n'ont pas été courageux. Les réformes ne sont pas là. La reprise n'est pas au rendez-vous. Et dans le même temps, eh bien, la faillite était à prévoir. Donc, je crois que ce soir, c'est une victoire de la diplomatie française. C'est une victoire pour tout le monde. Française ou européenne? Pour l'Allemagne, qui ont quand même contribué. L'accord s'est trouvé entre la France et l'Allemagne, alors que de chaque côté, il y avait des divergences importantes. Donc c'est une victoire de la diplomatie française, on a dit Madame Lagarde. Cet accord aujourd'hui, il ne met pas la Grèce sous tutelle, mais il la met au défi de tenir ses engagements, ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à présent. Il faut que maintenant, elle tienne ses engagements, qu'elle prenne des mesures. Bien. Et dans le même temps, écoutez ce que dit ce soir le FMI, en disant c'est un accord difficile, il est douloureux, il s'impose à la Grèce, mais dans le même temps, le poids de la dette doit être allégé d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on doit l'alléger, soit par une baisse des taux, soit par un allongement dans le temps. Yves Pozzo-Di-Borgo, maintenant tous les regards sont tournés vers Athènes, où le vote du Parlement grec doit intervenir dans la soirée. Alexis Tsipras l'a dit lui-même, il ne croit pas à cet accord. Comment va-t-il convaincre sa majorité? C'est évident qu'on s'est lâchement, on s'est soulagé avec cet accord. Il faut prendre conscience. La Grèce a 180 milliards de PIB, elle a, comme disait Jean et vous-même, 500 milliards d'endettement, enfin indirectement, elle a dépensé 100 milliards de la dette qu'elle avait prise sur les pays européens. Madame parlait du rapt de la démocratie, mais pour moi la Grèce c'est plutôt le rapt sur les comptes des Européens. C'est les 42 milliards qui nous doivent, c'est les 51 milliards qu'ils doivent aux Allemands. C'est plutôt actuellement les rapts qu'ils font sur l'économie européenne et sur les contribuables européens. Alors évidemment, ça ne vous fait rien, mais c'est eux qui paient, c'est nous qui payons. Moi, là, je suis d'accord avec vous. Non, mais je suis d'accord avec vous et c'est pas un accord agréable pour les Grecs. Je suis d'accord avec vous, je ne fais pas un accord agréable pour les Grecs. C'est assez humiliant. Je regrette, c'est assez humiliant. Mais moi, je pense que c'est reculer pour mieux sauter. C'est reculer pour mieux sauter.
on sait très bien, et ce que je voudrais quand même qu'on ne dit pas assez souvent, quand Tsipras est arrivé, il a été élu il y a 6 mois, mais la Grèce, le précédent gouvernement de centristes, un peu avait fait énormément d'apports. Puisque j'ai le chiffre là, par exemple, tout simplement, le déficit public était passé de 12,3% du PIB à 3,5% en 2014. Ce gouvernement avait engagé des réformes qui convenaient à l'ensemble des créanciers européens. On avait vraiment un gouvernement qui avait pris conscience qu'il fallait réformer la Grèce et qui s'était engagé. Évidemment, c'était dur. Et donc, c'est pour cela d'ailleurs que le gouvernement Tsipras a été élu. Parce que c'était quand même dur. Et, oui, dans les urnes, effectivement, et il nous a fait perdre 6 mois. Oui. Et il nous a fait perdre 6 mois et il a retardé. Et ils ont maintenant un plan beaucoup plus dur que s'il n'y avait pas eu cette arrivée. Laurence Cohen, vous n'êtes pas d'accord avec Yves Pozzo-Burgo? Mais non, parce que quand il dit effectivement il y avait des réformes qui étaient engagées, effectivement elles plaisaient certainement aux financiers sans doute, mais en tout cas pas au peuple grec qui était mis à genoux. Moi je suis allée en délégation en solidarité sur les questions de santé. On est dans une crise humanitaire. On a contraint effectivement les Grecs à fermer des hôpitaux. On a contraint les Grecs à ne pas pouvoir se soigner comme il faut. Il y a d'ailleurs une extraordinaire solidarité des Grecs avec des pharmacies, des dispensaires sociaux qui permettent aux plus fragiles de se soigner. Moi, je voudrais dire, si la Grèce était une banque, eh bien, aujourd'hui, la Grèce serait sauvée, puisque depuis 2011, la BCE a donné 1000 milliards à des banques privées. Donc voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, les institutions européennes sauvent les grands financiers, mais se mettent en défaut par rapport au peuple, et notamment au peuple grec, en empêchant finalement les femmes et les hommes de voter, ils les laissent voter, mais en même temps leur disant non, ça ne va pas, il faut appliquer une politique d'austérité. C'est quoi la politique d'austérité? C'est faire payer les plus fragiles et épargner ceux qui ont le plus d'argent. Donc là, il y a quelque chose de profondément injuste. Est-ce que ce plan aura vraiment un effet de relance de la croissance? Il peut être aussi récessif avec toutes ces demandes. Écoutez, c'est l'aide, si vous voulez, de la dernière chance. Tout simplement parce que on ne peut pas imaginer que l'Europe, c'est-à-dire les contribuables européens, rasent gratis en l'opération. Moi, je me souviens très bien, le lendemain du 25 janvier, un certain nombre, je dirais, d'élus de gauche, d'extrême gauche, ont crié victoire en disant « Voilà, nous avons au travers de M. Tsipras l'alpha et l'oméga et on va pouvoir réorienter l'Europe. » Je suis désolé, les fondamentaux existent. Tout État doit équilibrer ses comptes, tôt ou tard. Et aujourd'hui, eh bien, la Grèce, si vous voulez, vit au crochet des contribuables européens à hauteur de plusieurs centaines de milliards. Et quand notre collègue Mme Cohen dit « les banques doivent payer », je rappelle qu'en 2012, les banques ont effacé 107 milliards d'euros. Oui, on a entendu en séance tout à l'heure. Est-ce que c'est un chèque en blanc signé à la Grèce? Le chèque en blanc, c'est une image, mais on ne peut pas laisser M. Tsipras d'abord dire « je ne veux pas dialoguer avec la Troïka » et ensuite leur demander de l'argent. Donc on est dans une véritable tragédie grecque. Ce pays est désorganisé depuis des décennies. C'est vrai qu'on serait tenté, compte tenu du comportement de M. Tsipras, moi aussi j'ai été tenté de dire « eh bien, le Grexit », mais mon collègue c'est pas la solution qui a été retenue. Mais mon collègue a raison, parce que derrière et au-delà de tout cela, il y a un saut dans l'inconnu, et surtout, il y a une donne géopolitique que le ministre des Affaires étrangères nous a fait bien sentir, qui est incommensurable. François Patriat, je voudrais vous faire revenir aussi sur cette expression chèque en blanc qu'on a pu entendre dans l'hémicycle du Sénat cet après-midi. Est-ce que c'est un chèque en blanc? Non, ce n'est pas un chèque en blanc, puisqu'il y a assorti à l'accord des possibilités d'accompagnement, de surveillance, de suivi des résultats. Mais je voudrais quand même rappeler ici que dans cette affaire, on met en cause l'euro. La Troïka, est-ce que c'est de la faute à l'euro ou à la Troïka si les Grecs n'ont pas réglé leurs problèmes, s'ils n'ont pas mis une fiscalité normale, s'ils n'ont pas créé un cadastre, s'ils n'ont pas évité la fuite des capitaux, la fraude fiscale? Est-ce que c'est de la faute à l'euro? C'est pas de la faute à l'euro, c'est pas une faillite de l'euro, c'est une faillite de la Grèce tenue au non-courage des gouvernements grecs qui font payer à leur peuple aujourd'hui, évidemment, des sacrifices difficiles. Mais dire aujourd'hui que c'est de la faute, montrer du doigt ceux qui jusqu'à présent ont fait preuve de solidarité, ont aidé la Grèce à 2 reprises. Et pour faire allusion aux banques qu'évoquait Mme Cohen à l'instant, c'est vrai qu'il y a eu 1000 milliards pour les banques, mais les banques l'ont remboursé avec intérêt. Et là, aujourd'hui, elles l'ont remboursé. Alors que là, si l'on laisse la Grèce continuer
la dérive qu'elle connaît depuis maintenant plusieurs années, elle ne pourra jamais rembourser. Et tout le monde dit d'ailleurs aujourd'hui que le poids de sa dette n'est pas remboursable. Alors ce qu'on leur demande aujourd'hui, c'est de dire on va vous aider à nouveau, on va soulager le poids de la dette, mais dans le même temps, prenez les mesures qui s'imposent pour pouvoir retrouver et le chemin de la croissance et de l'équilibre budgétaire, qui est malgré tout, qu'on le veuille ou non, qui est quand même une nécessité. On va venir à cet allègement de la dette dans un instant. On va poursuivre le tour d'horizon des interventions des sénateurs dans l'hémicycle. Et on écoute donc Pierre Laurent, sénateur de Paris et secrétaire national du Parti communiste français. Nous redisons ce soir, vive ce peuple grec digne et libre. Et nous saluons Alexis Tsipras, dont le courage et la responsabilité politique sont exemplaires. Le second sentiment, c'est la colère contre la violence de nombre des dirigeants de l'Union européenne, au premier rang desquels Angela Merkel et Wolfgang Schäuble. Ils viennent de montrer quels intérêts ils défendent, qu'un peuple se lève contre l'ordre libéral et l'oligarchie financière, et leur seule préoccupation est de le soumettre et de le punir. Depuis le premier jour, ils n'ont jamais recherché un accord viable avec la Grèce et ont organisé, dès le lendemain du 25 janvier, son asphyxie financière. Et ils voulaient la tête d'Alexis Tsipras. Le référendum a douché leur tentative de coup de force. Ils se sont alors acharnés, jusqu'à la dernière minute, à provoquer un Grexit de fait. Alexis Tsipras, porteur du mandat de son peuple de rester dans la zone euro et de faire respecter la souveraineté de la Grèce dans l'Union européenne, s'y est refusé avec juste raison. Dès lors, leur choix a été l'humiliation et le chantage pour imposer le couteau sous la gorge un nouveau plan drastique à la Grèce. Ces dirigeants et leurs méthodes sont la honte de l'Europe et des millions d'Européens ne l'oublieront pas. Le troisième sentiment est alors celui d'une très grande inquiétude pour l'avenir de l'Europe. Elle saigne dans les cœurs et dans les têtes de millions d'Européens si elle continue ainsi. Tous ceux qui persistent à soutenir de telles méthodes prennent une très grave responsabilité devant l'histoire. Parce que des frustrations et des humiliations générées par une telle arrogance et par la seule loi du plus fort naîtront des monstres politiques qui grandissent déjà au cœur de l'Europe. On poursuit le débat sur cet accord qui a été ratifié par le Parlement français cet après-midi, cet accord de Bruxelles. Jean Bizet, un peu avant de prendre la parole lors des questions d'actualité au gouvernement, Manuel Valls a dit qu'il plaidait à nouveau pour un allègement de la dette grecque pour donner un petit peu d'oxygène au pays. Qu'en pensez-vous? C'était évoqué cet aspect par François Patria il y a un instant. Écoutez, que les choses soient très claires. Si vous voulez, il y a eu un accord, c'était l'accord du 27 octobre 2012. Qui disait très clairement, si vous voulez, que la dette ne devait pas faire l'objet d'une décote. Elle devait, par contre, ni d'un effacement. Elle pourrait, par contre, le moment venu, faire l'objet d'une maturation supplémentaire des délais de remboursement, voire d'une diminution, précisément, des taux d'emprunt. Dont acte. Mais ceci doit être simplement mis en œuvre une fois et après, uniquement après, que la Grèce aura voté au Parlement un certain nombre de réformes. Sinon, si nous ne mettons pas cette exigence, eh bien, c'est impossible. La deuxième chose, c'est une proposition qu'on a faite à la Commission des Affaires européennes. Malheureusement, si vous voulez, qui ne semble pas avoir de l'écho. C'est ce qu'on appelle les certificats d'investissement, ce qu'on appelle les Brady Bonds. Ça a été mis en place dans un certain nombre de pays avec succès, c'est-à-dire au travers des fonds européens, les 35 milliards qui sont d'ailleurs proposés, eh bien que les pays créanciers puissent investir dans la Grèce et se faire payer au fil du temps lorsqu'il y a de retour sur investissement. Notre objectif, l'objectif de l'Union, c'est la solidarité, mais avec de la responsabilité et apprendre aux Grecs à travailler différemment. Yves Pozzolis-Borgo, un mot sur cet allègement de la dette suggéré par le Premier ministre cet après-midi. Si nous voulons, nous, la France, rembourser, tout simplement faire en sorte de rester dans l'étiage des 100% de dette de PIB, il faudrait que nous ayons un budget en excédent chaque année de 34 milliards d'euros. Or, cette année, il était à 50 milliards d'euros. Donc ce problème de la dette est un problème plus général. Moi, je dégagerais d'ailleurs de ce problème grec, alors, ça soulageait tout le monde, on parle de ça, mais en fait, deux leçons qu'il faut retenir. La première, il faut qu'en France, on fasse les réformes qu'on n'a pas fait. Et c'est aussi bien valable pour nous, à droite et au centre, et pour nos amis de gauche. On n'a pas fait les réformes des retraites. On n'a pas fait les réformes du temps de travail, au moins annuel, peut-être pas les 35 heures. On n'a pas fait la flexibilité du travail. On a une pression fiscale qui est trop forte. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut savoir tout simplement que la Grèce
a une dette de 29 000 euros par habitant. Mais nous, la France, nous avons une dette de 31 000 euros par habitant. Donc il faudra bien qu'on se pose. C'est la première leçon. La première leçon, il faut qu'on fasse ces réformes. Deuxième leçon, et là, c'est là où il faut, je pense que le président peut jouer ce rôle-là, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui le critique dans ce qu'il fait. Il a du poids, on l'a bien vu dans cette affaire, il a eu du poids. Il faut vraiment que l'on arrive maintenant à une politique commune au niveau européen, au niveau politique fiscal. L'euro ne peut pas rester dans la logique de 92, c'est-à-dire de ce traité de Maastricht. Il faut qu'on ait une politique qui accompagne l'euro. Laurence Cohen, effectivement, plus d'intégration, ça a été évoqué hier par François Hollande lors de son interview du 14 juillet, et peut-être plus de convergence fiscale, notamment. Il a aussi également parlé, le président, d'une gouvernance économique de la zone euro. Mais de quoi on parle autour de cette table? On est bien tranquille en train de dire, finalement, j'ai relevé, il faut apprendre aux Grecs à travailler autrement. C'est-à-dire on est donneur de leçons et on est en train de dire que les choix que font les Grecs ne sont pas conformes. Ils ne sont pas conformes à quoi? On leur demande quoi? De travailler plus longtemps pour gagner moins. On leur demande de travailler jusqu'à 67 ans, on demande des privatisations, on demande encore des sacrifices. Or, moi, je vais vous donner 2 chiffres. D'après le collectif pour un audit citoyen, la dette publique, elle provient de 2 choses, des taux d'intérêt exorbitants depuis 80 et de la baisse des recettes publiques. Parce que plus vous étranglez un pays et son peuple, et moins vous arrivez à avoir effectivement des dépenses et une relance de la consommation. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est Attac. Attac constate que 77% de l'aide négociée est venue à la finance et seulement 23% au peuple grec. Et bien là, vous avez les raisons de la situation de la Grèce. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faut faire totalement différemment. Il est tout à fait possible, et on le voit, de faire déjà, qu'il y ait une autre répartition des richesses. Et aujourd'hui, on est en train de dire, vous allez continuer à privatiser. C'est-à-dire, on livre un pays, on livre les richesses d'un pays à des intérêts privés. On sait pertinemment que ces recettes-là ne marchent pas. Ça fait des années qu'on a mis le peuple grec à genoux. Vient de dire Laurence Cohen, ce peuple grec qu'on étrangle. On a vu, on l'a entendu. Alors c'était peut-être plus feutré au Sénat, mais à l'Assemblée nationale, il y a quand même des divisions. Et cet accord, là je cite Henri Guénaud, eh bien, qui a parlé de dégoût, de honte face à ce tribunal terrifiant qui a humilié, piétiné la Grèce. Oui, on fait toujours des phrases, il y a toujours des mots qui frappent. Monsieur Guénaud. Mais ce que je voudrais dire, c'est l'alternative à ce que dit Mme Cohen, c'est quoi? C'est de laisser la Grèce continuer à faire ce qu'elle fait jusqu'à aujourd'hui. C'est de laisser les finances publiques déraper. C'est de laisser la fraude fiscale s'installer. C'est de laisser aujourd'hui le pays sans mesure. Est-ce qu'il faut le laisser? Non. Parce que qui aidera un pays qui aujourd'hui n'accepte pas de se remettre sur le bon chemin? Ce plan n'aura pas un effet récessif, on en est sûr de ça? Alors, non, mais le cycle, non, parce que tout à l'heure, M. Bizet l'a dit, lorsque les mesures ont été prises par le précédent gouvernement, la Grèce avait retrouvé le chemin de la croissance, +2. Elle l'avait retrouvé. Et elle commençait à rembourser sa dette. Le peuple, c'est la nation, hein, c'est l'ensemble. Donc, aujourd'hui, si aujourd'hui, vous dites qu'on peut faire un déficit de l'État et le bonheur des gens à côté, je ne sais pas faire. Moi, ça, je ne sais pas le faire aujourd'hui. La Grèce, dans cette affaire, retrouve sa souveraineté. Ça n'est pas une humiliation. C'est une mise sous surveillance, c'est vrai. Mais avec des mesures où elle retrouvera, parce que le fonds sera chez elle, et on lui dit, effectivement, vous vendez une partie de vos biens, mais ce fonds est placé chez vous et vous aide à reconstruire avec. C'est quand même aujourd'hui une assistance financière, une assistance politique pour essayer que la Grèce retrouve le chemin de la croissance à nouveau. Je ne pense pas qu'en l'occurrence on puisse dire qu'on martyrise le peuple grec. Le peuple grec, il a été martyrisé sans doute par ses gouvernements, sans doute par lui-même, par des excès qui ont été menés depuis. La Grèce s'est gavée à l'euro depuis qu'elle y est rentrée. Si erreur il y a eu, c'est à l'entrée de l'euro où les mesures n'ont pas été prises. En plus, il y a eu fraude après sur la dette, et vous savez, découverte en 2009, elle a été faite à l'époque. Donc, c'est de ça dont il faut parler aujourd'hui et pas d'essayer de faire pleurer les fous en disant qu'on martyrise les gens. Un seul exemple. Dans la décennie qui vient de se terminer, les fonctionnaires grecs ont été augmentés de 126%. Est-ce que vous trouvez que c'est une saine gestion ? Mais bien, écoutez, je vous renvoie aux chiffres d'Elsat, si vous voulez. Voilà. Donc, moi, je crois qu'il faut revenir à des fondamentaux. Encore une fois, l'Europe, c'est de la solidarité, mais ça doit être de la responsabilité. Et la création de l'Union monétaire en 91, eh bien, devait s'accompagner dans les 2 ou 3 ans qui suivaient d'une union économique. Le tandem Delors, je dirais plus exactement, Mitterrand-Delors l'avait dit. Cette faute originelle est devenue une faute du quotidien. Je l'ai dit, nous sommes tous collectivement responsables.
il faut développer maintenant très vite une union économique et monétaire, sinon nous aurons demain d'autres problèmes. Il est 19h, si vous nous retrouvez, édition spéciale sur Public Sénat à l'occasion du vote du Parlement français sur l'accord de Bruxelles. Les sénateurs ont débattu cet après-midi, on va y revenir dans un instant. Alors qu'on attend aussi ce soir le vote du Parlement grec, il risque d'être beaucoup plus difficile à arracher pour le Premier ministre grec face à l'hostilité d'une partie des députés Syriza. Mais avant de continuer ce débat, on continue d'écouter les principaux orateurs du Sénat cet après-midi. Jean-Paul Émorine, sénateur Les Républicains, s'est exprimé au nom de la Commission des Affaires européennes, ainsi que Jacques Mézard, c'est le président du groupe RDSE au Sénat. On les écoute tous les deux. Cet accord était indispensable pour éviter à la Grèce un saut dans l'inconnu. Il permet de maintenir l'intégrité de la zone euro. Il signe l'échec du populisme et de la démagogie. 6 mois ont malheureusement été perdus. Nous devons nous réjouir qu'en dépit de l'épreuve qu'elle a traversée, l'Europe ait su réagir. Les procédures européennes ont fonctionné. L'Union européenne est une construction démocratique. C'est pourquoi, depuis le début, nous disions que le dossier grec ne pouvait se résoudre à une confrontation stérile entre la Grèce et ses créanciers. Les premiers créanciers de la Grèce sont les contribuables européens qui n'ont jamais failli dans leur solidarité vis-à-vis des Grecs. Notre pays est lui-même fortement engagé. 2 programmes d'aide ont déjà été adoptés. Les besoins de financement d'un nouveau programme sont évalués entre 82 et 86 milliards. Mais ce n'est peut-être que sous la condition expresse que la Grèce mette enfin en œuvre les indispensables réformes structurelles trop longtemps différées. Nous l'avions dit ici même lors de notre débat du 8 juillet. Oui à la solidarité, mais pas de solidarité sans responsabilité. Des années ont été perdues, tant par la Grèce que par l'Europe. Et les pays qui respectent leurs engagements n'accepteront pas demain une nouvelle fois de contribuer. Ceci étant, on ne saurait rester sourd aux interpellations du FMI qui conditionne sa participation au nouvel plan à un allègement, voire un effacement d'une partie de la dette grecque. Il faudra y parvenir, Monsieur le ministre des Affaires étrangères l'a justement relevé. C'est inéluctable. Et l'Allemagne ne pourra et ne devra pas oublier, mes chers collègues, qu'après chaque guerre mondiale, elle a bénéficié de la sollicitude forcée ou amicale de ses créanciers. Édition spéciale avec nos invités en plateau. Je voudrais qu'on revienne avec vous, François Patria, aussi sur le défi qui attend Alexis Tsipras ce soir devant le Parlement grec. Il va devoir convaincre et ça va être beaucoup moins facile que cet après-midi. Vous avez entendu sa réponse. Il a dit, d'abord, c'est un accord auquel je ne crois pas. Il faut le remettre dans son contexte. Et la deuxième chose qu'il a dit, Alexis Tsipras, il a dit, d'abord, je m'occupe de sauver mon pays, les affaires de parti viendront ensuite. Il l'a dit clairement aujourd'hui. Donc, ça prouve qu'il fait preuve de responsabilité. Après avoir joué un peu au poker, en appelant au peuple, et aujourd'hui pour revenir. Bien. Donc, je crois que ce soir, comme ici au Sénat, ce soir, il y aura une union nationale, je l'espère, pour sauver cet accord qui permettra à la Grèce, sinon, elle serait plongée dans le chaos, un chaos politique qui contaminerait le reste de l'Europe aujourd'hui. L'Europe va pas bien. Mais ce qui aujourd'hui il y a, contrairement à ce que j'entends ici ou là, c'est pas qu'il y a trop d'Europe, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. C'est ça le problème. Il n'y a pas assez d'Europe. On l'a dit, il faut plus de convergence. Il faut une politique financière de la zone européenne aujourd'hui. Il faut des convergences au niveau des politiques sociales, économiques, fiscales. Il faut les mener. C'est ça qui fera avancer l'Europe demain. C'est pas trop d'Europe. C'est justement parce que l'Europe ne s'est pas suffisamment construite. Moi qui suis fédéraliste aussi, je le dis, je peux le dire comme d'autres, eh bien, je considère que c'est plus d'Europe qu'il faut aujourd'hui. Et que cela, je crois que Tsipras, dans son discours ce soir, va faire preuve de responsabilité. Vous savez, gouverner, c'est choisir. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est aussi parfois décevoir. Mais il faut avoir le courage de décevoir pour prendre les mesures qui s'imposent. Et je le dis aussi à mes amis du gouvernement français, quand je les rencontre, pour leur en dire, pour pouvoir effectivement sauver le pays. Jean Bizet, si le Parlement grec ne ratifie pas cet accord, ce soir, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que ce n'est pas le cas, si vous voulez, puisqu'il y a simplement eu sur l'ensemble, je crois qu'il y a eu 260 votes. C'était voté ? Oui, c'était voté. Bon, moi, je suis tout à fait ravi d'entendre mon collègue Patria,
son nom personnel, mais je ne suis pas surpris, sans doute parle-t-il aussi au nom de son groupe politique, sur la nécessité d'une convergence. Et c'est très intéressant, si vous voulez, de voir que quand on parle de l'Europe, eh bien, les clivages politiques, Dieu merci, s'estompent. Bien sûr que nous avons besoin d'une convergence. L'Europe, à l'extérieur, au-delà de l'Union, est regardée comme une construction architecturale, administrative exceptionnelle. Simplement, chez nous, on a le tort de souvent se décrier les uns les autres. Là, nous avons besoin de plus d'Europe. Et pour répondre indirectement à la question que vous venez de poser tout à l'heure, c'est sûr que ça va être difficile pour M. Tsipras. Il a joué la tragicomédie de façon sur laquelle je n'ai pas de commentaire à faire. Sauf que je lis de plus en plus, et j'ai lu avec intérêt il y a à peu près 3 semaines, un article du gouverneur de la Banque centrale grecque, M. Yannis Tsournaras. Et là, on avait quelqu'un d'extrêmement conscient, si vous voulez, des réalités de son pays. Et moi, j'appelle de mes voeux à la création d'un gouvernement de salut public, si vous voulez, qui transcende complètement les sensibilités politiques et qui soit dirigé par un homme de qualité de ce type. Il n'y a pas de fatalité, comme on l'a dit tout à l'heure. Le gouvernement Samaras, dans les derniers temps de son exercice, avait dégagé un excédent budgétaire primaire modeste, certes, mais ça voulait dire que ça pouvait marcher. Laurence Cohen, comment ça va se passer pour Alexis Tsipras ce soir? Comment vous voyez les choses? On sait qu'il y a eu des démissions en cascade dans son gouvernement aujourd'hui. D'abord, je pense que c'est un grand dirigeant parce que il a été élu et il tient ses promesses, ce qui est assez rare dans le monde politique, y compris en France. Donc déjà, il est courageux. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. C'est la première remarque. La deuxième remarque, j'aimerais rappeler ici à tous les intervenants autour de cette table qu'en 1953, l'Allemagne a été secourue puisque on a lavé sa dette. Je suis désolée. Et la situation politique était différente, mais on aurait pu faire différemment. On a lavé sa dette. Deuxième remarque. Et la troisième remarque que je voudrais dire, moi je suis très choquée par ce que j'entends. Très choquée parce que c'est un non-respect de la démocratie. J'entends, il faut quelqu'un de compétent, un gouvernement de salut public. Mais enfin, c'est le peuple grec qui a choisi un gouvernement. De quel droit un dirigeant français se permet d'avoir un jugement de valeur sur un dirigeant grec qui a été élu et à qui on a refait confiance par un référendum? Moi, je suis assez inquiète parce que je trouve que l'Europe, aujourd'hui, est gouvernée par des institutions qui ne sont pas élues et on est en train de renforcer des pouvoirs financiers au détriment des peuples. Alors moi, je suis effectivement pour un rassemblement, mais un rassemblement et une convergence des peuples européens pour faire une Europe sociale, solidaire, fraternelle, où on respecte chacun et où chacun est à égalité et compte pour un. C'est pas ce que j'ai entendu autour de cette table. Est-ce qu'il faut sortir cette convergence fiscale et une convergence sociale? Ce sont les chefs d'État qui ont décidé, ceux qui décident. Donc vous ne pouvez pas dire ça, madame. C'est pas possible. L'Europe est dirigée par des gens qui sont élus. Le président de la République française, il est élu. Madame Merkel est élue. Alors ne dites pas n'importe quoi. Oui, ça, c'est le premier point. Deuxième point, je suis d'accord avec M. Patria et M. Bizet sur la nécessité de la convergence européenne. Et il y a un troisième point. Moi, c'est vrai que l'image de Tsipras était un agitateur, un marxiste. On ne sait pas très bien où il était. On disait même, Mme Lagarde disait « Oh, c'est un gamin » et autres. Moi, ce que je lui souhaite, il y a une chance historique d'être un grand homme d'État. Et je ne porte pas de jugement sur ce qu'il va faire. Je souhaite simplement qu'il réussisse, avec cet accord, à transformer la Grèce et devenir vraiment un grand homme d'État. Voilà, c'est tout ce que je lui souhaite. Je ne peux pas faire autrement. Je ne fais que regarder. Comme dit Mme Cohen, elle a raison. Je n'ai pas à m'impliquer dans ce qu'il fait en Grèce, mais je souhaite vraiment qu'il réussisse. Comment peut-il avoir la confiance du Parlement, Alexis Tsipras? On sait qu'il a aussi peut-être perdu la confiance des Européens. Non, il n'a pas perdu la confiance des Européens puisqu'ils ont signé avec lui. Oui. D'abord, ça veut dire qu'il a pris des engagements et qu'il a énoncé un certain nombre de mesures qui permettent aujourd'hui à l'Europe de retrouver de la crédibilité qui était perdue avec ce pays. Donc, deuxièmement, c'est vrai que c'est la preuve d'un grand homme politique. Celui qui, au-delà des mesures démagogiques qu'il avait proposées pour être élu, aujourd'hui, face à la réalité, est capable d'expliquer à son peuple que certes, on va demander des efforts, mais que certes, c'est l'avenir du peuple qui est en jeu. Moi, je crois que c'est ça la vertu d'un grand homme politique. C'est pas toujours de dire la facilité, d'en appeler. Si on faisait des référendums toujours, un référendum disant aux gens, est-ce que vous voulez moins de contraintes? Vous connaissez des gens qui vont voter oui? Moi, je ne connais pas beaucoup. Dernière chose pour dire. Il ne faut pas s'immiscer dans les affaires intérieures. À partir du moment où on prête de l'argent à quelqu'un, à partir du moment où on apporte une aide financière, comment ne pas le même temps exiger de la part de celui à qui on vient en aide, auquel on donne secours, et à qui on va aider à se retrouver,
des garanties. Je ne sais pas, moi, si quelqu'un ici autour de cette table, dans sa propre vie, est capable de prêter de l'argent à qui que ce soit en disant c'est pas grave, hein, fais ce que tu veux, continue à aller te promener avec, fais de la fourmi avec tous les jours. C'est pas pensable. Donc c'est pas une ingérence, c'est simplement une forme de, j'allais dire, ni d'autorité. C'est une forme de confiance mutuelle. La confiance mutuelle, vous y croyez, Jean Bizet? Elle est... Moi, je trouve qu'elle est quand même largement écornée par un pays hein, qui, gouvernement après gouvernement, hein, que ce soit le PASOK, que ce soit Nouvelle Démocratie, tous, hein, eh bien, n'ont pas été à hauteur de l'enjeu. Ça fait partie, moi je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, il y a une culture de la fraude, il y a une culture, si vous voulez, de la dissimulation de l'impôt. Quand je vois que depuis quelque temps, la Banque Centrale Européenne a injecté 90 milliards d'euros. Pendant le même temps, les contribuables grecs en ont extrait 40 milliards qui sont évaporés dans des banques, si vous voulez, dans d'autres pays. Alors moi, je veux bien entendre Mme Cohen qui parle de social. Mais le social, il ne peut fonctionner que quand il y a justement des rentrées économiques et un équilibre budgétaire conséquent. Et l'Union européenne, moi j'aime bien les chiffres, je me permets de lui dire, c'est 7% de la population mondiale, 25% de la richesse mondiale et 50% des prestations sociales mondiales. On est arrivé, si vous voulez, à un point, je dirais, de non-retour. Il faut considérer que M. Tsipras, ça peut être demain un grand homme d'État, il a jusqu'à maintenant été un bonimenteur. Culture de la fraude, bonimenteur, j'imagine que ça vous fait réagir. Non, bien sûr que je vais réagir parce que si on aime les chiffres, eh bien, il faut penser que la Grèce a été un véritable laboratoire d'expérimentation des politiques ultralibérales, que 10% des Grecs détiennent plus de 50%, 56% des richesses qui sont produites, ça c'est la réalité, et que je l'ai dit, la BCE a quand même donné 1000 milliards aux privés, c'est-à-dire aux banques privées. Donc voilà des faits, et avec des taux d'intérêt extrêmement intéressants. Ça n'est absolument pas confus, parce que les taux d'intérêt qui sont exigés de l'État grec ne sont absolument pas les mêmes. Donc effectivement, je pense que M. Tsipras a un rôle difficile du fait de la politique intransigeante de l'Allemagne notamment et de Merkel, à qui on laisse vraiment les coups des franges. Et moi, je souhaite qu'il y ait une mobilisation très forte de tous les progressistes en faveur justement de M. Tsipras et de sa politique qui est contraire aux politiques d'austérité. Parce que je finirai là-dessus, moi je voudrais bien que quelqu'un ici me démontre le bien fondé des politiques d'austérité partout. Dans tous les pays du monde, elles échouent, y compris dans regardez en Portugal, regardez en Espagne, regardez en Irlande, regardez en Italie, regardez en Tchéquie. Devant vous, madame, mais regardez. Mais vous parlez que de l'argent. Mais pas du tout, mais regardez un petit peu comme ces pays s'en sortent. François Patriat, la Grèce, ça a été un laboratoire pour les politiques d'austérité, selon vous? Non, pas la Grèce. Il y a d'autres pays qui ont fait des efforts. L'Irlande, le Portugal, l'Espagne. D'ailleurs, la Tchéquie. Moi, j'aurais une autre réflexion bien au-delà. C'est sur les social-démocraties européennes aujourd'hui. Les social-démocraties du Nord qu'on a bien connues et les social-démocraties du Sud qui aujourd'hui sont en voie d'affaissement. C'est vrai en Espagne, c'était vrai au Portugal, c'est vrai en Italie. Pour la France, il faut nous reprendre aussi par ailleurs. Mais voilà, c'est une réflexion qui n'est pas celle de la Grèce aujourd'hui, mais qui doit nous inspirer le fait que les grands chefs d'État sont ceux qui savent conduire le pays dans le redressement, c'est des années, qui prennent des mesures courageuses, c'est vrai. Il ne s'agit pas d'écraser les peuples, bien entendu. Mais la rigueur aujourd'hui, c'est comme l'Europe. La rigueur, elle vient quand les erreurs ont été faites, quand les erreurs ont été commises. Et elle vient pour tous les pays, et pour le nôtre. Jean Bizet, on arrive au terme de ce débat. Un mot pour conclure, peut-être? Écoutez, moi, encore une fois, je reviens sur ce qui a été dit à travers des propos des uns ou des autres. Nous avons besoin de davantage d'Europe et de bien faire comprendre à nos concitoyens qui peuvent être, je dirais, ulcérés du comportement de M. Tsipras, que l'intérêt malgré tout était que la Grèce, sur un plan géopolitique, je le mets peut-être en avant, et sur un plan financier, reste dans l'euro. Ensuite, eh bien, il faut que la Grèce considère que c'est sa dernière chance et que nous sommes là tous au travers des institutions pour les aider précisément à ce qu'ils réussissent. Parce que s'ils échouent, ce sera l'échec des 19 États membres. Eh bien, merci à tous les quatre d'avoir été les invités de ce 24h Sénat, d'avoir participé à ce débat. Et on en vient à présent au reste de l'actualité. François Hollande, un président audacieux. C'est ainsi que le chef de l'État s'est lui-même présenté hier lors de son interview du 14 juillet, vantant les mérites de la loi Macron et du pacte de responsabilité. Alors a-t-il convaincu les sénateurs? Élément de réponse avec Quentin Calmy.
Audacieux, le mot a fait mouche et cette audace revendiquée par le président Hollande n'a pas manqué de faire réagir au Sénat, à gauche et à droite. C'est pas la modestie qui l'étouffe. Non, audacieux sûrement pas. Audacieux ni sur le plan économique, ni sur le plan social. Quand on a vu la loi Macron 1, en attendant la Macron 2 et la loi sur le numérique théorique, toutes les mesures que nous avons proposées pour libéraliser l'économie, pour faciliter la vie des entreprises, ont été rejetées par le gouvernement. Au groupe socialiste, l'audace séduit. Une majorité de parlementaires soutient la ligne sociale libérale du couple exécutif. L'audace est donc bien installée au sommet de l'État. Mais c'est très important. Sans audace, l'accord avec la Grèce n'aurait pas eu lieu et puis les déclinologues auraient voulu le Grexit. Sans l'audace, on ne tiendrait pas sur la loi Macron. Sans l'audace, on ne tiendrait pas sur la sécurité de l'audace. Je trouve que c'était bien et il faudrait regarder, il y a des hommes politiques qui le sont plus que d'autres. Les frondeurs, en revanche, restent peu convaincus. Pour eux, la gestion du dossier grec en est la parfaite illustration. Ce qui vient de se passer en Grèce est très grave parce qu'on met sous tutelle un peuple. C'est une vision disciplinaire et austéritaire de l'euro. Des accords demeurent et je crains que l'acte de foi de François Hollande pour finir son quinquennat ne soit pas suffisant pour régler les problèmes de la France et convaincre les Français. Reste donc à convaincre les Français de cette audace à 2 ans de l'élection présidentielle. Et on vient de l'apprendre, François Hollande qui affirme ce soir que des actes terroristes ont été déjoués en France cette semaine. La pollution de l'air n'est pas seulement nocive pour l'environnement, elle est aussi nuisible à l'économie. C'est la conclusion de la commission d'enquête sénatoriale qui a rendu public son rapport aujourd'hui. 61 propositions pour lutter efficacement contre ce fléau. Le détail avec Louis Sibyl. De nouvelles normes et des impôts mieux répartis. Telles seraient les solutions pour lutter contre la pollution de l'air. La commission d'enquête du Sénat a frappé un grand coup, et d'abord sur les transports. Ce secteur représente à lui seul plus de la moitié des émissions d'oxyde d'azote et près d'un tiers des émissions de particules fines. Le rapport remis ce matin au Sénat préconise une véritable fiscalité écologique et veut entre autres aligner les taxes du diesel sur celles de l'essence d'ici 2020. Un serpent de mer, mais cette fois-ci, les sénateurs espèrent une application rapide. Nous devons aussi aujourd'hui, je le dis, tirer la sonnette d'alarme. Nous avons cette obligation, cette ardente obligation. Il faut entendre les préoccupations des constructeurs, il faut aussi être à l'écoute des préoccupations des Français, parce que derrière, l'enjeu, il est aussi un enjeu sanitaire et un enjeu pour la planète. Après le bâton, la carotte. Pour changer les comportements, les sénateurs préconisent de déduire la TVA sur l'essence et l'électricité utilisée pour les véhicules hybrides et électriques. Le rapport veut encore multiplier les points de recharge en électricité et développer une véritable filière française du bus électrique. Plus original, les sénateurs se sont intéressés à la pollution de l'air intérieur. Ils s'attaquent aux produits d'entretien et veulent instaurer un étiquetage en fonction de leurs émissions polluantes. On ne peut pas demander aux gens de prendre conscience des conséquences de leur comportement si on ne les a pas informés de ces conséquences. 100 milliards d'euros par an, telle serait la très lourde facture de la France. Si la Commission a voulu d'abord s'attaquer aux coûts financiers, c'est aussi pour mieux révéler un drame sanitaire. Selon l'OMS, 42 000 personnes meurent prématurément chaque année à cause de la pollution de l'air. Laïla Ichi est notre invitée ce soir. Bonsoir, vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris. Vous êtes rapporteure de cette commission d'enquête sénatoriale. Comment êtes-vous arrivé à ce chiffre, qualifié de stratosphérique par le journal Le Parisien, de 100 milliards d'euros pour le coût de la pollution? Alors précisément, nous sommes arrivés à un coût de 101,3 milliards d'euros, avec 97 milliards d'euros attribuables évidemment au coût sanitaire d'une manière globale, et 4,3 milliards d'euros pour les aspects non sanitaires de la question de la pollution de l'air en fait. Donc on arrive à 101,3 milliards d'euros et je souligne le fait qu'également ce coût est largement sous-estimé parce que beaucoup de polluants ne font pas l'objet d'analyse, l'impact sanitaire n'est pas évalué dans sa globalité et si on prend le cas par exemple de son aspect non sanitaire et particulièrement en termes de rendement agricole, on n'a simplement qu'une étude sur l'impact de l'ozone et sur la baisse de rendement du blé. Donc on a une analyse sur l'impact de l'ozone sur le rendement du blé qui est évalué à 3 milliards d'euros et on n'a pas d'autres études sur cette question. Donc ce qui ressort clairement aussi de cette commission d'enquête, c'est finalement on connaît très peu ce sujet.
Ouais, mais j'imagine que vous avez quand même été surpris avec les autres sénateurs membres de cette commission par l'ampleur de ces chiffres. On a été évidemment très surpris par l'ampleur de ce montant qui est absolument considérable et abyssal. 101,3 milliards d'euros, ce n'est pas rien dans le cadre de notre société, dans notre pays, compte tenu des difficultés économiques que nous connaissons. Donc il y a vraiment un certain nombre de mesures à prendre de manière rapide et sur le moyen et long terme. En même temps, et encore une fois, je reviendrai là-dessus, c'est que ce qui nous a également surpris par ailleurs, c'est cette sous-évaluation. Vraisemblablement, on est vraiment sur une sous-évaluation de ce coût et sur l'absence de connaissance d'une question aussi fondamentale que la pollution de l'air, puisqu'elle a également un impact sur notamment la qualité de l'eau. Et là, il y a zéro étude sur cette question. On sait, plusieurs auditions ont été faites, des spécialistes sur cette question qui expliquent de manière très claire qu'effectivement, la dégradation de la qualité de l'air a un impact sur la qualité de l'eau et on n'a pas d'études sur cette question. En tout cas, ce qui ressort aussi clairement, et ça devient, je m'agace un peu parce qu'en fait, ça va faire à peu près plus de 30 ans qu'on connaît l'impact sanitaire sur la pollution, que ce soit des gouvernements de gauche et de droite, rien n'a été fait. Je pense qu'il est temps. Aujourd'hui, il faut dire stop. Justement, Leïla Haichi, votre rapport est intitulé « Le coût de l'inaction ». Cette inaction, c'est celle de l'État. Qu'attendez-vous du gouvernement? On a entendu Ségolène Royal promettre dès la semaine prochaine des mesures fermes. Eh bien, écoutez, moi, je dis chiche. D'abord, qu'elle applique les 61 propositions que nous faisons. Et au-delà, puisque j'ai entendu avec grand plaisir que Mme Ségolène Royal voulait des propositions fermes. Moi, je propose, à titre personnel, le lissage du prix du diesel sur l'alignement du prix de l'essence. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un avantage fiscal pour un carburant qui est polluant et qui a un impact sanitaire, notamment en termes de cancer, puisque le diesel, on sait depuis plusieurs années qu'il a un impact sanitaire. Donc, on augmente le prix du diesel, on baisse le prix de l'essence, on arrive sur le même montant. Il faut également mettre en place ce système qui permette à des PME, TPE et notamment les chauffeurs taxis qu'on a entendu sous peu de pouvoir récupérer la TVA sur l'essence, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on voit vraiment qu'on a une incitation fiscale en faveur du diesel, alors même qu'on connaît son impact sanitaire. Première et deuxième proposition. Et enfin, la troisième, de faire tout simplement un bonus écologique, qu'on augmente le bonus pour inciter nos concitoyens à acheter des véhicules propres, hybrides, électriques. Ça permettra aussi par ailleurs de développer un pan économique extrêmement important et d'envergure dans notre société et dans notre pays, notamment en Ile-de-France. Et notamment en région Nord-Pas-de-Calais. C'est vrai que cette question du diesel est au cœur du rapport. Vous parlez d'anomalie de la France, de fiscalité trop avantageuse, vous venez de le dire, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux taxer les constructeurs aussi que les usagers finalement? Mais il ne s'agit pas simplement de taxer tel ou tel, il s'agit d'utiliser l'ensemble des leviers possibles à notre disposition pour pouvoir lutter contre la pollution de l'air. La pollution de l'air, elle est multisource. Il y a évidemment le transport routier qui est responsable de la pollution de l'air, l'agriculture, le chauffage urbain et également l'industrie. Il est impératif de réfléchir sur l'ensemble de ces leviers, de trouver des solutions. Alors, le diesel, si le prix du diesel n'est plus avantageux pour le consommateur, de manière naturelle, il ira vers des automobiles les moins chères possibles. Donc, en fait, il est important d'utiliser ce levier qui est la fiscalité, mais également la réglementation, d'inciter les constructeurs à aller vers des automobiles beaucoup plus propres. Et d'ailleurs, nous avons auditionné un certain nombre de constructeurs qui nous expliquaient que très certainement, les pouvoirs publics n'allaient pas assez loin en termes d'innovation, en termes de propositions incitatives pour leur permettre une innovation. Donc il est important, et s'il y a un rôle et qui ressort extrêmement, de manière assez forte dans le cadre du rapport, c'est l'absence quand même de l'État, du gouvernement d'une manière générale sur cette question. L'État doit prendre ses responsabilités. Le meilleur levier pour lutter contre la pollution de l'air, c'est la réglementation et le rôle fondamental de l'État. Donc Madame Royal est prête à prendre des mesures fermes. Moi, je dis chiche. Les 61 résolutions et propositions que nous avons développées... Ce ne sera pas un rapport qui va rester dans les tiroirs du Sénat. Leïla Haichi, on sait qu'on est à quelques mois maintenant du sommet climat qui se tiendra à Paris. Vous espérez que le gouvernement retienne justement ces propositions? Bien sûr. D'abord, 100 milliards, un coût économique et financier d'une telle envergure, je pense qu'il est impératif que le gouvernement se saisisse de cette question. C'est une vraie question sanitaire et économique. D'ailleurs, il ressort aussi clairement de ce rapport où nous évaluons, c'est une étude très développée de l'INERIS qui explique justement que si on appliquait notamment les normes OMS en ce qui concerne la qualité de l'air, nous aurions un bénéfice net de 11 milliards d'euros. Ce 11 milliards d'euros, je vous invite à le mettre
en perspective, avec une décision très récemment prise par le gouvernement, de supprimer pour les collectivités territoriales une dotation de 11 milliards d'euros sur 3 ans. Et ces mêmes collectivités... J'imagine que c'est un argument qui fait mouche auprès des sénateurs. Mais bien sûr, parce que c'est une vraie question, puisque par exemple, nous avons très récemment, enfin le gouvernement a supprimé un décret qui permettait justement qu'on travaille sur la qualité de l'air dans les crèches et dans les écoles primaires, et de favoriser des technologies, d'inciter les mairies à se saisir de ces questions. Et sous prétexte de manque de moyens de ces collectivités territoriales, on a renoncé à ce décret. Je dis non, au contraire, on a des marges de progression. Aujourd'hui, nous avons fait la démonstration qu'au-delà de l'aberration sanitaire qu'est la pollution de l'air, c'est aussi une aberration économique. Donc je dis chiche à Madame Royal. Eh bien, merci. Favorisons les emplois de demain, dès aujourd'hui. Merci beaucoup Laïla Echi. Et puis à ne pas manquer sur l'antenne de Public Sénat, dès le 25 juillet prochain à 20h30, un documentaire de Marie Brémaud qui a pu suivre les travaux de la commission d'enquête sénatoriale. C'est donc le 25 juillet à 20h30. Le Sénat a approuvé en séance cet après-midi l'augmentation du budget des armées pour la période 2015-2019. La Haute Assemblée a largement adopté, mais en la modifiant, l'actualisation de la LPM, la loi de programmation militaire, qui prévoit 3,8 milliards d'euros supplémentaires pour la défense. Ce texte a été approuvé par 302 voix pour, tandis que les 19 sénateurs communistes ont voté contre. Les écologistes se sont abstenus. Après, les députés et les sénateurs devraient adopter ce soir un accord controversé d'entraide judiciaire entre la France et le Maroc. Il permet de rétablir la coopération entre Paris et Rabat après une année de vives tensions entre les deux pays. Mais cet accord inquiète sérieusement les associations de défense des droits de l'homme. Explication Samia Dechir. C'est la fin d'une brouille déclenchée début 2014. Le patron du contre-espionnage marocain, de passage en France, reçoit une convocation de la justice française. Il fait l'objet d'une enquête pour acte de torture. Le royaume chérifien n'en était pas informé. Piqué au vif, il suspend toute coopération judiciaire avec la France. Après un an de tractation, un nouveau texte est signé par les deux chancelleries pour renforcer l'échange d'informations judiciaires. Un texte soumis cet après-midi au Sénat. Les services marocains, les services de renseignement notamment, aident beaucoup nos forces françaises engagées dans l'opération Barkhane. Et donc, pendant toute l'année où nous avons été privés de leurs compétences, cela a entraîné des difficultés pour les forces françaises et pour leur propre sécurité, pour la sécurité de nos hommes. Et donc, il était très important de faire en sorte que nous puissions continuer à travailler ensemble. Des enjeux diplomatiques qui, pour plusieurs ONG, ont primé sur l'intérêt des victimes. Car ce texte obligera désormais tout juge saisi par un plaignant franco-marocain pour des faits commis au Maroc à informer la justice marocaine de son enquête en cours. Une entrave au secret d'instruction qui pourrait aller jusqu'à l'abandon d'une enquête. Avec ce protocole, le juge français sera invité à opter prioritairement pour son dessaisissement au profit de la justice marocaine. Et donc ça veut dire que la victime française devra se tourner vers la justice marocaine pour obtenir justice. Et on sait très bien que dans les affaires politiquement sensibles, il n'en sera rien. Déjà approuvé par l'Assemblée nationale, l'adoption du texte faisait peu de doute cet après-midi au Sénat. Et après 12 années de discussion, un autre accord tout aussi historique a été signé hier à Vienne. En échange de la levée des sanctions économiques, l'Iran s'engage à renoncer à l'arme atomique. Une victoire sans guerre célébrée dans les rues de Téhéran. Julie Hulin. Concert de klaxons, drapeaux et larges sourires. Les Iraniens affichent leur joie, celle de l'espoir d'une vie meilleure, rendue possible par un accord mettant fin à plus de 10 ans de tensions autour du dossier du nucléaire iranien. Un compromis quasi inespéré dans lequel l'Iran s'engage. Arrêt des 2/3 de ces centrifugeuses qui servent à enrichir l'uranium, réduction du stock d'uranium enrichi et inspection programmée de ces sites militaires. En échange, les sanctions économiques à l'encontre de l'Iran seront levées graduellement. Ou bien on arrivait à autoriser l'énergie civile et à éliminer l'énergie nucléaire militaire, c'est ce qu'on a obtenu, ou bien, soyons clairs, c'était le risque de guerre. Et vous voyez ce que ça veut dire, la guerre avec l'Iran. Les premières sanctions pourraient être levées à partir du premier semestre 2016. Une manne financière qui devrait permettre à l'Iran de rattraper son retard et aux entreprises étrangères d'investir un marché immense. Mais l'autre enjeu, déterminant, c'est celui de sa position géographique. C'est un tsunami géostratégique. Il va falloir repenser les alliances et puis l'Iran va devoir aussi repenser son rôle avec ses proxys.
Et ça va être une vraie partie vraiment intéressante. L'Iran de retour dans le concert des nations, c'est vraiment un moment tout à fait crucial. Le Conseil de sécurité de l'ONU examinera dès la semaine prochaine une résolution destinée à valider cet accord. Pour devenir une puissance stabilisatrice dans la région, l'Iran devra confirmer ses engagements. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 22 h pour d'autres informations. Bonne soirée à tous.